Bonjour, cette présentation portera sur le texte 8, soit Convergence entre l'évaluation des compétences et la pédagogie universelle, une réflexion théorique pour orienter la pratique enseignante dans les écoles primaires et secondaires au Québec. C'est un article qui a été écrit en 2023 par Nadine Talbot et Sandra Chiasson-Desjardins. Avant toute chose, je crois qu'il est important de comprendre dans quel contexte cet article s'inscrit. Quelle problématique il réfléchit, quelle problématique il apporte une piste de solution. Depuis les années 2000, le programme de formation est axé autour des compétences. Le rôle de l'enseignant, c'est désormais de contribuer au développement des compétences de chacun des élèves en reconnaissant la diversité. Comment il fait ça? En mettant en œuvre des stratégies pédagogiques, des outils et des pratiques évaluatives qui permettent à tous d'exprimer leur plein potentiel. Cependant, ce rôle, cette tâche est de plus en plus difficile à assumer, de plus en plus complexe, ardue. Pourquoi ça? Parce que les classes sont de plus en plus hétérogènes. On est face à une diversité de plus en plus grande dans les classes. Pourquoi? À cause des différentes politiques québécoises en matière d'inclusion scolaire et l'immigration. On voit désormais des élèves se rencontrer au sein d'une même classe qui sont très différents et qui présentent des caractéristiques très variées. Ça veut dire des difficultés complètement différentes, des besoins différents, des capacités différentes et des habiletés. Les enseignants trouvent surtout l'évaluation des compétences de plus en plus ardue, je dirais. Ils se sentent incompétents et impuissants. Ils sentent qu'ils n'ont pas la formation nécessaire pour intervenir dans ce contexte, pour favoriser toutes les situations, pour adopter des pratiques favorisant la prise en compte de la diversité. Ce texte a comme objectif de réfléchir comment l'enseignant peut réaliser plus aisément l'évaluation des compétences dans un contexte de diversité des élèves. L'évaluation des compétences. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, ça renvoie à la capacité de l'élève à mobiliser des ressources externes et internes. L'élève, face à un problème, une évaluation, une situation, a besoin de mettre en branle plusieurs ressources qu'il va combiner de différentes façons. Il est important de prendre en considération que la compétence peut grandement être influencée par les caractéristiques personnelles de l'élève. Effectivement, ces caractéristiques peuvent venir influencer le rapport que l'élève a avec le savoir. Est-ce que c'est important pour lui d'apprendre et les valeurs scolaires? Ça peut influencer aussi la façon dont il accède aux connaissances et la manière qu'il développe ses compétences. En sachant cela, et avec le contexte d'aujourd'hui, quand nous sommes face à une grande hétérogénéité, il est important que lors des évaluations des compétences, ça se fasse à l'aide de tâches qui sont complexes et différentes. Que ça soit des tâches qui soient contextualisées, qui soient authentiques et signifiantes pour permettre à tous les élèves de se mettre en action, que ça les touche d'une certaine façon, qu'ils se mobilisent. Il faut que ça vienne... Il faut qu'ils aient l'impression que ça soit utile, que ça vienne rejoindre leur intérêt, qu'ils voient un lien avec la vie courante. Ça va plus les rendre enclins à se mettre en action. Aussi, la partie complexe, je veux dire que ça soit pas une tâche, il faut que tu fasses X et que ça arrive à Y. Il faut que ça te demande de mettre en action, que de mobiliser plusieurs ressources et qu'il n'y ait pas une réponse attendue nécessairement précise.
que l'énoncé soit assez ouvert et qu'après, ça soit dans les mains de l'élève de comment il l'interprète et comment il répond pour que ça soit flexible. Ça, c'est ce qui est pour les tâches. Il est aussi possible d'avoir une certaine différenciation de l'évaluation des compétences pour permettre de développer le plein potentiel de chaque élève et favoriser ainsi leur réussite. Comment on fait ça? En donnant l'occasion à tous les élèves d'avoir la même chance de démontrer leur apprentissage, tout en ayant les mêmes exigences pour tous. Dans le fond, on va considérer les caractéristiques de chaque élève pour permettre d'omettre tout biais possible dans la tâche. On parle de différencier les contenus. Si je fais un exemple encore bref, tu laisses la possibilité de choisir dans une banque de thématiques. Tu ne vas pas imposer une écriture sur la dernière visite à la cabane à sucre, sachant que tu as un élève immigré qui vient d'arriver et n'a jamais connu et que c'est pas quelque chose de commun pour lui. Tu peux différencier les productions, comment tu t'attends à recevoir le travail, l'évaluation. Par exemple, on a un élève qui a de la difficulté au niveau moteur. Au lieu de t'attendre à une production écrite, manuscrite, tu peux demander une production écrite à l'ordinateur ou encore... j'ai pas d'autre idée, mais à l'ordinateur, c'est une bonne méthode. Et tu peux aussi différencier les processus ou encore les structures de l'évaluation des compétences. Voilà pour ce qui est de l'évaluation des compétences avec un petit parallèle avec le contexte et la diversité. En plus de la différenciation de l'évaluation, il est possible d'adopter différents types d'évaluations qui ont différents objectifs. Il y a l'évaluation au service de l'apprentissage, où l'élève évalue lui-même sa production en comparant avec les buts et les standards à atteindre. Et, par exemple, il peut y avoir une liste de vérifications fournie par l'enseignante et l'élève va pouvoir évaluer en cochant si il atteint ce standard, cet objectif à l'aide de son travail ou non. Ça a pour objectif de développer l'autonomie, l'autorégulation de l'élève et ça permet à l'élève de voir où sont ses difficultés et s'il a besoin d'ajuster ses stratégies d'apprentissage. Ensuite, il y a l'évaluation pour l'apprentissage où c'est l'enseignante qui va faire un petit peu le même principe. Elle va prendre la production de l'élève et va la comparer avec les standards à atteindre ou encore ses attentes, dans le but de déterminer le niveau de l'élève quant aux standards à atteindre. Dans le fond, c'est un peu comme la méthode avec les cibles qu'on a vu en validation professionnelle. Elle va pouvoir dire est-ce que l'élève surpasse les attentes, atteint les attentes, a de la difficulté. Puis ensuite, elle va pouvoir cibler les défis de l'élève et lui fournir une rétroaction différenciée. Et finalement, notre classique, probablement celui que vous êtes le plus familier, il y a l'évaluation de l'apprentissage. C'est de noter à l'aide de pourcentage, de moyenne, une évaluation où, en clair, les élèves sont comparés entre eux. La pédagogie universelle, d'où ça nous vient? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les principes? La pédagogie universelle nous est inspirée du mouvement Universal Design en architecture, où on conçoit des bâtiments accessibles, oui, pour les personnes en situation de handicap physique, mais aussi pour toute personne qui peuvent bénéficier de cet environnement exempt de barrières environnementales, des structures plus flexibles.
Comment on transpose ça en éducation? C'est en rendant l'environnement d'apprentissage plus inclusif. Au lieu de mettre des accommodations pour tous et chacun, on va rendre les tâches, les demandes, les consignes, les règles, les concepts plus accommodants, plus flexibles pour tout le monde. C'est guidé par 3 principes. C'est un cadre pour guider les enseignants qui veulent adopter cette pédagogie. Le premier principe, c'est d'offrir plusieurs moyens de représentation. Le deuxième principe est d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. Et finalement, le troisième principe est d'offrir plusieurs moyens d'engagement. Au niveau des points de convergence maintenant, ce qui était l'aspect central de l'article, ce qui est vraiment mis de l'avant central comme point de convergence est la flexibilité. Effectivement, dans les deux, que ce soit l'évaluation des compétences ou encore la pédagogie universelle, la flexibilité est préconisée, elle est mise de l'avant. On a juste à penser à l'évaluation des compétences, la compétence même est de nature flexible puisqu'elle fait appel à des ressources diverses qui peuvent changer, être différentes d'un élève à l'autre, puis comment ils sont mis en réseau aussi, ces ressources-là. Ensuite, au niveau de l'évaluation en tant que telle, l'enseignant doit faire preuve de souplesse lorsqu'il évalue les compétences avec à l'aide d'évaluations différenciées, comme par exemple. Au niveau de la pédagogie universelle, c'est vraiment au cœur des 3 principes de l'approche de la volonté de mettre en place un environnement d'apprentissage souple et malléable pour favoriser la réussite de tous les élèves. Ensuite, un autre point de convergence, il y a l'autonomie et l'autorégulation qui découlent un peu de la flexibilité. Au niveau de la pédagogie universelle, on préconise le choix, que l'élève ait divers choix qu'il puisse faire au niveau contenu, règles, etc. Donc, ces choix demandent à l'élève de s'autonomiser. En tout cas, on a une volonté d'autonomisation des élèves, puisqu'ils prennent en charge eux-mêmes en faisant le choix de quelle méthode j'apprends le mieux, par exemple. Et ensuite, au niveau de l'évaluation des compétences, on peut penser à l'évaluation de service de l'apprentissage qui demande à l'élève de se responsabiliser en s'évaluant lui-même, ce qui permet de l'impliquer dans le processus de l'évaluation et qui favorise donc son autonomie et son autorégulation. Finalement, on a le climat d'entraide et de collaboration qui vient comme point de convergence, puisque pour rendre tout ça possible, il est important que l'entraide, par exemple, entre élèves, avec la co-évaluation, ou encore avec l'enseignant et l'élève. Là, on parle des rétroactions, puis c'est comme une certaine danse. Chacun a son rôle à jouer, puis il est important de collaborer. Par exemple, l'élève va faire un choix, l'enseignant va mettre un cadre et guider l'élève dans tout cela. Voici pour les points de convergence entre l'évaluation des compétences ainsi que la pédagogie universelle, ce qui fait le tour du résumé de ce texte. Pour être 100% transparente avec vous, j'ai choisi ce texte puisque j'ai une certaine dent contre les évaluations. Je partais avec une idéologie un peu anti-évaluation, puis ça teinte grandement mes notes de lecture, où on peut voir que je soulève beaucoup de questionnements quant à l'évaluation de l'apprentissage. Si on se rappelle bien, c'est celui avec les pourcentages et où les élèves sont comparés entre eux. On peut voir en marge que je questionne qu'est-ce que le pourcentage, comment le pourcentage peut dresser
un portrait des compétences. Un coup qu'on a un pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que c'est un peu vide de sens et c'est ce que je mentionne dans mes commentaires. Ensuite, je fais une critique face à la moyenne et les écarts types qui sont présentés aux élèves. Et aussi, je me souviens plus du nombre, mais il y a quelque chose qui divise en 4, puis tu peux savoir ton rang où tu te situes. Je vois pas la pertinence, l'intérêt, surtout avec le contexte actuel où les groupes d'élèves sont très hétérogènes, les caractéristiques personnelles très différentes. Je trouve que c'est comme comparer des pommes avec des poires. Puis que ça fait juste rajouter de la pression, que ça permet pas à l'élève de développer un apprentissage, ou puis ça vient même détruire son estime d'être comparé comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir différents types d'évaluations qui met ça de côté, où l'élève est comparé à des standards objectifs et plutôt qu'à d'autres élèves. Aussi, j'ai en, en marge, j'ai des réflexions sur les objectifs des évaluations. Encore une fois, c'était plus teinté au niveau de l'apprentissage, l'évaluation de l'apprentissage, où je me demande si on est vraiment encore dans un contexte où l'évaluation ne constitue pas une fin en soi, ou qu'elle a pour objectif de soutenir l'apprentissage des élèves et guider les enseignants. Je trouve qu'on a dénaturé ça à coup de cotères, de pression de performance, puis en mettant l'accent sur les réponses. Ensuite, j'ai trouvé ça super intéressant, puis j'étais vraiment en accord avec la pédagogie universelle et la différenciation de l'évaluation, où il conjugue égalité et équité. J'ai trouvé ça intéressant de voir ça, puisque j'avais l'impression que souvent ils s'opposaient, mais là, de voir que les deux peuvent coexister, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'étais super en accord avec ces méthodes. Finalement, mes découvertes dans ce texte sont l'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation pour l'apprentissage et toutes les méthodes que nous pouvons utiliser pour différencier les évaluations. J'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent à l'ère d'aujourd'hui. Puis ça apporte une certaine solution quant à mon malaise pour l'évaluation de l'apprentissage, qui était le seul type d'évaluation que je connaissais. Aussi, ce texte m'a permis de découvrir la pédagogie universelle, que je connaissais moins. Quant à moi, c'était soit l'équité, soit l'égalité. Mais là, de voir que les deux peuvent s'arrimer, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je trouve que ce type de texte qui donne un vent nouveau sont super pertinents de se poser des questions quant aux méthodes qu'on utilise depuis la nuit des temps, qui sont peut-être, dans certains cas, pas les plus adéquats, mais en même temps, ça dépend des valeurs de tous, là, mais donc c'est ça. J'ai apprécié ma lecture et j'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi ces nouveaux concepts, peut-être pour vous aussi.